considérons au niveau mondial le mouvement qui aujourd'hui fait référence à Marx et Engels et à l'idée communiste, nous voyons une situation bien étrange. En Occident, il y a une reprise lente, mais une reprise du mouvement marxiste et communiste, tandis que dans le tiers-monde, il y a un essor économique et politique des pays dirigés par des partis communistes. Il y a bien sûr le cas de la Chine, qui est déjà la seconde puissance économique et qui va peut-être devenir vite la première puissance économique. Mais il y a aussi Vietnam, Cuba, etc. C'est une situation encourageante, mais il y a un autre aspect. Entre ces deux identités, c'est-à-dire le mouvement communiste en Occident et les pays dirigés par les partis communistes dans le troisième monde, il y a un rapport froid et même un rapport de méfiance et d'hostilité. Ce n'est pas une situation nouvelle, parce que déjà dans les années 70 du XXe siècle, un auteur anglais, Perry Anderson, publiait un livre avec le titre « Considérations sur le marxisme occidental ». Peut-être un titre plus précis aurait pu être « Célébration du marxisme occidental et condamnation du marxisme oriental ». Et le marxisme occidental, c'était le marxisme des pays qui n'avaient pas conquis le pouvoir. Et on avait même l'impression que le plus grand mérite du marxisme occidental, c'était de n'avoir pas conquis le pouvoir. Mon approche est différente. Je vais constater que déjà immédiatement après la révolution d'octobre, le communisme s'est développé d'une façon différente dans l'Occident et dans le troisième monde, à l'Ouest et à l'Est. Et nous allons considérer ces peculiarités. En Occident, de quelle façon des grands intellectuels comme par exemple Lukács et Gramsci sont devenus des communistes? Ils sont devenus des communistes à partir de l'indignation pour la Première Guerre mondiale, l'indignation pour ce que Rosa Luxemburg appelle le génocide de la Première Guerre mondiale provoqué par le capitalisme et l'impérialisme. Pour citer le jeune Lukács, il polémique contre le Moloch du militarisme dévorant des millions de vies humaines, alors que la conscription obligatoire prend l'aspect, selon le jeune Lukács, de l'esclavage le plus horrible qui ait jamais existé. Et alors l'État capitaliste et impérialiste qui avait organisé le massacre était pour le jeune Lukács la tuberculose organisée, l'immoralité organisée. Et c'est pour ça que Lukács devient communiste. Ou pour citer Gramsci, il polémique contre la boucherie européenne, c'est toujours la Première Guerre mondiale. Et dans le troisième monde, pour comprendre l'attitude des pays du troisième monde, nous pouvons citer ou analyser ce qui s'y passe au congrès du Tours en France 1920, en occasion du congrès du Parti socialiste qui va décider l'adhésion à la Troisième internationale. En cette occasion, parle aussi un délégué de l'Indochine, c'est ça le verbal, et ce délégué de l'Indochine parle de cette façon. Je cite, « Depuis un demi-siècle, le capitalisme français est venu en Indochine. Il nous a conquis avec la pointe des baïonnettes et au nom du capitalisme. Depuis lors,
nous sommes heureusement opprimés, nous sommes honteusement opprimés et exploités. Il m'est impossible en quelques minutes de vous démontrer toutes les atrocités commises en Indochine par les bandits du capital. Plus nombreuses que les écoles, les prisons sont toujours ouvertes et effroyablement peuplées. Tout indigène réputé avoir des idées socialistes est enfermé et parfois mis à mort sans jugement. Peut-être vous avez déjà compris que ce délégué de l'Indochine, c'est Ho Chi Minh, qui plus tard devient fameux dans le monde avec ce nom. Alors, quel est le sens du discours d'Ho Chi Minh? Le traumatisme en Occident qui s'est vérifié à partir de 1914, à partir de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, l'horreur du capitalisme et de l'impérialisme, nous, en Indochine, nous l'avons prouvé déjà à partir de beaucoup de temps, c'est-à-dire dans le monde colonial, le visage horrible du capitalisme et de l'impérialisme était déjà évident. Nous pouvons dire que, pour ce qui concerne l'Occident, la Première Guerre mondiale, pour citer Lénine, la Première Guerre mondiale est la démonstration que la démocratie bourgeoise, avec la guerre, peut disparaître. Il y a la cour martiale, il y a le code de la guerre, il y a les lois les plus terribles, il y a la terreur. Mais ce terreur a été éprouvé par les peuples coloniaux déjà il y a quelques décennies auparavant. Dans l'Occident, la guerre avait été provoquée au nom de la défense de la patrie, au nom de la défense de la nation. Bien sûr, c'était une rhétorique honteuse, la réalité c'était l'impérialisme, mais si nous citons maintenant Ho Chi Minh, nous pouvons comprendre la différence en Orient. Je cite Ho Chi Minh, dans ce cas je cite un texte des années 60. Dans ce moment, il y avait la guerre des États-Unis contre le Vietnam, c'est-à-dire une des guerres coloniales les plus barbares de l'histoire. Et je cite Ho Chi Minh qui parle de son évolution politique et philosophique. Je cite: au début, le patriotisme et non le communisme m'avaient poussé à croire en Lénine et la Troisième Internationale. Il lit, le jeune Ho Chi Minh, les thèses de Lénine sur la question nationale et coloniale, et les thèses de Lénine réveillaient en moi, provoquaient en moi une grande émotion, un grand enthousiasme, une grande foi et m'aidaient à voir clairement les problèmes. Ma joie était si grande que j'en ai pleuré. Et avant de mourir, Ho Chi Minh, dans son testament, a dit: moi, Ho Chi Minh, j'ai toujours lutté pour le salut de la patrie. Durant toute ma vie, j'ai servi ma patrie, corps et âme, j'ai servi la révolution, j'ai servi le peuple. Si nous voyons l'évolution de Mao Zedong, nous pouvons voir que c'est à peu près la même chose. Lorsque Mao Zedong parle avec ce fameux journaliste Edgar Snow, il dit qu'il commence à devenir un révolutionnaire après avoir lu un petit bouquin qui parle du danger du démembrement de la Chine, c'est-à-dire du danger accru de la domination coloniale. Et à la veille de la proclamation de la République populaire chinoise, nous voyons Mao faire le bilan historique de la domination coloniale en Chine
c'est le siècle des humiliations à partir des guerres de l'opium. Et quel est le tournant? Je cite Mao Zedong. C'est la révolution russe du 1917, la révolution d'octobre, qui marque le réveil des Chinois. Ils ont appris une chose nouvelle, le marxisme-léninisme. En Chine, le Parti communiste naît, événement qui fera date. Depuis qu'ils ont appris le marxisme-léninisme, les Chinois ont cessé d'être intellectuellement passifs et ont repris l'initiative. À partir de là, s'achevait la période de l'histoire mondiale où les Chinois et la culture chinoise étaient regardés avec mépris. Quelques jours après, c'est déjà la proclamation de la République populaire chinoise, Mao Zedong déclare: la nôtre ne sera plus une nation sujette à l'insulte et à l'humiliation. Nous sommes debout. L'ère où le peuple chinois était considéré comme incivil est désormais finie. Fin de la citation. Mao Zedong se souvenait très bien de la période à la fin du XIXe siècle. Il savait de la pancarte que la concession française exhibait à Shanghai à la fin du XIXe siècle. Entrée interdite aux Chiennes et aux Chinois. Et alors, quelle est la conclusion que je peux tirer sur ce premier point? Pour comprendre la différence entre la situation en Occident et la situation en Orient, la situation dans le monde capitaliste avancé et la situation dans le troisième monde, nous voyons l'impérialisme qui, en Occident, provoque la chose terrible que j'ai expliquée, c'est-à-dire la cour martiale, les pelotons d'exécution, la suppression de chaque démocratie. L'impérialisme se révèle dans toute sa réalité. Et à l'Est, si nous réfléchissons sur une définition qui fait Lénine de l'impérialisme, il a donné plusieurs définitions, mais une définition, je la trouve très intéressante. Il dit que l'impérialisme est la prétention de soi-disant nations modèles d'attribuer à elles-mêmes le privilège exclusif de la formation de l'État. Eh bien, les peuples coloniaux voulaient devenir des États nationaux indépendants. Alors, il y a effectivement une situation différente. Je peux citer dans ce contexte la réaction d'un philosophe allemand marxiste très significative, Ernst Bloch, après la Révolution d'octobre, avec le dégoût qu'il a pour la guerre impérialiste. Il s'attend des soviets, je cite, la transformation du pouvoir en amour. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la disparition de l'État, même la disparition de chaque norme juridique du pouvoir. Le triomphe de l'amour, c'est une attitude messianique. Et à l'Orient, on s'attend l'avènement des États nationaux indépendants et la fin de l'oppression nationale des peuples qui étaient opprimés par l'impérialisme et le capitalisme impérialiste. Et nous pouvons considérer d'autres aspects de cette différence. Pour citer encore une fois le jeune Ernst Bloch, oui, la Première Guerre mondiale, le génocide de la Première Guerre mondiale avait été provoqué par
bien sûr par le pillage des colonies, la chasse capitaliste au profit et au surprofit. Et alors, l'attente de Ernst Bloch est, il pense que va disparaître toute économie privée, toute économie de l'argent, l'argent en tant que tel doit disparaître. Je cite encore, la morale mercantile qui consacre tout ce qu'il y a de pire dans l'homme. Et faisons une comparaison. Dans les années 30 du XXe siècle, ce fameux journaliste Edgar Snow visite pour la première fois les zones soviétiques de la Chine. Il écrit le livre que tout le monde connaît, L'étoile rouge sur la Chine, et fait une analyse très intéressante. Il dit, dans ces zones soviétiques, le commerce entre les départements des rouges et ceux des blancs était interdit par Nankin. Nankin, c'est-à-dire par le gouvernement nationaliste et fasciste de Chiang Kai-shek. Le commerce était interdit parce que ce gouvernement voulait étrangler, même sur le plan économique, pas seulement sur le plan militaire, voulait étrangler les zones libérées, les zones dirigées par le Parti communiste. Oui, le commerce est interdit, mais ajoute Edgar Snow, mais les communistes font des efforts incroyables pour développer le commerce parce que pour eux, le commerce, c'est la vie, c'est la possibilité de résister, c'est la possibilité de repousser l'étranglement économique. Alors, si pour, comme j'ai cité, si pour Ernst Bloch, la morale mercantile, l'argent, le commerce était le péché, pour les communistes chinois, le commerce était la possibilité de développer et de maintenir en vie les zones libérées. D'ailleurs, je dois dire que même le jeune Ernst Bloch va changer son attitude un peu trop messianique parce que, après l'avènement de la NEP dans la Russie soviétique, dans la deuxième édition du livre que j'ai cité, c'est-à-dire L'esprit de l'utopie, il va effacer les phrases que j'ai citées où on parlait de la transformation du pouvoir en amour et de la disparition même de la monnaie. Et cette situation en Chine, cette situation pour laquelle les communistes devaient développer le commerce, l'activité économique, va continuer pour beaucoup de temps, même va devenir encore plus important avec l'invasion de l'impérialisme japonais contre la Chine. Même l'invasion de l'impérialisme japonais contre la Chine, il y a la situation que nous déjà connaissons, il y a la tentative d'étranglement économique des zones libérées, il y a une guerre colonialiste et esclavagiste de l'impérialisme japonais. L'impérialisme japonais, comme l'impérialisme hitlérien contre l'Union soviétique, voulait pas seulement exploiter sur le plan colonial l'Union soviétique pour Hitler et la Chine pour l'impérialisme japonais, il voulait réintroduire l'esclavage contre les races inférieures, entre guillemets. Et quelle est la conclusion de Mao dans cette situation? En novembre 1938, il dit que dans cette situation, je cite, il y a une identité entre lutte nationale et lutte de classe. Je répète, identité entre lutte nationale et lutte de classe. La lutte nationale, c'était la façon concrète où se développait dans la Chine, envahie et occupée par l'impérialisme japonais, esclavagée, réduite en esclavage par l'impérialisme japonais,
c'était la condition concrète dans laquelle se développait la lutte de classe. Et le développement économique, pour résister à l'étranglement provoqué par l'impérialisme japonais, même la lutte pour le développement économique était partie intégrante de la lutte nationale et de la lutte de classe. Cette situation est changée complètement avec la proclamation de la République populaire chinoise. À la veille de cette proclamation, Mao Zedong fait une déclaration que je considère très importante. Il dit que Washington désire que la Chine, même la nouvelle Chine, soit réduite à vivre de la farine américaine. Et dans ce cas, même la nouvelle Chine va être une colonie américaine. C'est une situation de Mao Zedong. C'est-à-dire, même dans cette situation, la lutte de classe était en même temps, une lutte nationale. Et cette situation va continuer parce que après la proclamation de la République populaire chinoise, les États-Unis procèdent à un embargo ravageur qui a l'intention explicite de renverser la République populaire. Il y a des membres de l'administration Truman qui parlent d'une façon explicite avec l'embargo, avec la guerre économique contre la Chine. Nous allons provoquer, citation, une situation économique catastrophique, le désastre et l'effondrement de la Chine. Et ce n'est pas seulement Truman. Encore dans les années 60, il y a un collaborateur, un collaborateur de l'administration Kennedy, le grand démocrate, et ce collaborateur est Walter Rostow. Il était un chercheur bien renommé. Walter Rostow disait, avec l'embargo, nous avons provoqué un retard de la Chine, de la nouvelle Chine, pour des dizaines d'années. Alors, nous pouvons comprendre que pour une longue période historique, la lutte pour le développement économique est partie intégrante de la lutte nationale et même de la lutte des classes. Et même aujourd'hui, nous ne pouvons pas négliger le fait que la lutte pour rompre le monopole occidental de la haute technologie a une signification en même temps nationale et sociale. À propos de la science et de la technologie, nous pouvons faire une ultérieure considération sur la différence entre l'Est et l'Ouest. J'ai cité Ho Chi Minh. Ho Chi Minh visite la France aussi, vit en France aussi. Pourquoi? Pas seulement pour gagner de l'argent, mais il veut étudier en France, écrit un biographe de Ho Chi Minh, aussi la science et la technique occidentale. Étudier la science et la technique occidentale parce que seulement en apprenant la science et la technique occidentale, on peut combattre l'impérialisme occidental. Et c'est l'attitude même des communistes chinois. Beaucoup de communistes, beaucoup de dirigeants communistes forment le Parti communiste chinois en France. Zhou Enlai, Deng Xiaoping, il allait en France même pour étudier la science et la technologie occidentale. Et toujours pour le but que j'ai déjà expliqué.
C'est-à-dire, encore une fois, pour le marxisme oriental, entre guillemets, ce n'est pas mon expression, c'est l'expression de Perry Anderson, que je critique, bien sûr. Alors, pour le marxisme oriental, apprendre la science et la technologie, c'était une question de vie et de mort, c'est-à-dire c'était la condition pour dépasser l'assujettissement colonial. Et en Occident, dans ce contexte, je voudrais citer Boukharine. Boukharine a été en Occident, c'est seulement dans l'été 1917 qu'il va en Russie après l'écroulement du tsarisme. Et Boukharine écrit un texte impressionnant sur ce qui s'y passe avec la Première Guerre mondiale. Le premier texte qui dénonce le totalitarisme qui est le résultat de la guerre, c'est ce texte que je cite de Boukharine. Il dit « Nous avons un nouveau Léviathan ». Léviathan, c'est le titre d'une œuvre de Thomas Hobbes, comme tout le monde sait. Nous avons un nouveau Léviathan devant lequel la fantaisie de Thomas Hobbes semble un jet d'enfant. Tout est mobilisé et militarisé. Et la technologie, je cite Boukharine, c'est une énorme machine à tuer. Oui, c'était vrai, il avait raison, parce que la technologie, c'était la technologie de la guerre, c'est-à-dire une énorme machine à tuer. Et même dans le gène Lukács, nous pouvons voir, par exemple, dans ce texte remarquable qui est Histoire et conscience de classe, il parle de la mécanisation croissante et il semble identifier la mécanisation croissante avec la réification, c'est-à-dire la machine est vue d'une façon tout à fait négative. Dans les colonies, la situation est différente. Les peuples coloniaux comprennent que l'assimilation de la science et de la technologie occidentale, c'est nécessaire pour résister à l'impérialisme. C'est même l'attitude de Lénine immédiatement après la révolution d'octobre, c'est-à-dire c'est l'attitude de la Russie soviétique. Oui, Lénine écrit très clairement que l'organisation industrielle de la Russie soviétique doit être améliorée. C'est une citation, par rapport aux travailleurs des nations plus avancées, le Russe est un mauvais travailleur. La République soviétique doit à tout prix assimiler tout ce qu'il y a de précieux parmi les conquêtes de la science et de la technique dans ce domaine. Et je pourrais continuer, mais tout le monde sait. La possibilité de réaliser le socialisme sera justement déterminée par le succès que nous saurons remporter en mariant le pouvoir soviétique et l'organisation administrative soviétique avec les plus récents progrès du capitalisme en Occident. Heureusement, la Russie soviétique a eu la possibilité de marier le nouveau pouvoir avec le progrès de la technologie occidentale. Ça a été, bien sûr, la condition pour la Russie soviétique d'écraser la guerre d'agression colonialiste et esclavagiste provoquée par Hitler et l'impérialisme allemand. Mais maintenant, nous devons analyser un autre aspect de cette différence entre l'Occident et l'Orient. Tout le monde sait que la révolution socialiste et communiste a connu la victoire dans des pays qui n'étaient pas les plus développés.
pas dans l'Allemagne ou dans les États-Unis, mais dans la Russie, dans la Chine, etc. C'est-à-dire dans des pays qui avaient du retard économique et scientifique et technologique par rapport aux pays les plus développés. Alors, c'est-à-dire que dans les pays où les partis communistes avaient conquis le pouvoir, il y avait le problème, pas seulement de combattre un type d'inégalité, ils devaient combattre en même temps des types, des formes d'inégalité. Oui, par exemple, dans la Russie soviétique, on devait combattre bien sûr l'inégalité entre les classes sociales qui était le résultat de l'ancien régime, mais il y avait le problème, la nécessité absolue de combattre même l'inégalité entre la Russie soviétique d'un côté et les pays capitalistes les plus avancés, les plus développés de l'autre côté. Je cite encore une fois Lénine. Les travailleurs ne doivent pas oublier que le capitalisme a partagé les nations entre, d'un côté, un petit nombre de nations qui oppriment, grandes puissances impérialistes ayant tous les droits, privilèges, et de l'autre côté, une immense majorité des nations opprimées, dépendantes et semi-dépendantes sans droit. Cette inégalité écrasante devait être combattue. Et peut-être la lutte contre cette inégalité planétaire était encore plus urgente ou plus importante. Lénine, je cite encore, déclare « Le monde entier se développe plus vite que nous ». C'est-à-dire il y a le danger que l'inégalité planétaire va croître encore de plus. Le monde entier se développe plus vite que nous, étant donné la situation actuelle. En se développant, le monde capitaliste dirige toutes les forces contre nous. Alors, de quelle façon conduire la lutte contre ces deux types d'inégalités? On peut très bien comprendre que la lutte contre ces deux inégalités ne pouvait pas aller de pair. Pourquoi? Pour rejoindre les pays capitalistiques les plus développés, c'était important de développer les zones qui étaient déjà les plus avancées dans la Russie soviétique. Et dans ce cas, il y avait le danger d'accroître l'inégalité entre les différentes zones de la Russie soviétique. Pour combler le retard, on avait besoin de spécialistes, même des spécialistes venus de l'Occident. Et Lénine dit « Nous sommes contraints de procéder à une rétribution des spécialistes exceptionnellement élevée. » On doit même ajouter une autre chose. Dans une situation de misère désespérée, même une répartition égalitaire de cette misère, même une répartition égalitaire des ressources très modestes n'est pas l'égalité. Pourquoi? Dans une situation de misère désespérée, même la distribution égalitaire n'est qu'apparente. Pourquoi? Même la plus modeste bouchée
de peine qui garantit la survie aux plus chanceux, pour modeste et réduite qu'elle soit, marque néanmoins une absolue inégalité qualitative, l'inégalité absolue qui subsiste entre la vie et la mort. C'est-à-dire, dans une situation désespérée, comme par exemple était la situation de la Chine, le développement des forces productives est nécessaire pas seulement pour combattre l'inégalité au niveau planétaire, mais même l'inégalité au niveau intérieur, c'est-à-dire pour éliminer cette inégalité absolue qui est l'inégalité qui subsiste entre la vie et la mort. Alors, je dois aller vers la conclusion. Je dis que cette distinction entre marxisme oriental et marxisme occidental a été théorisée par Perry Anderson. Mais cette distinction, à la faveur bien sûr de la marxisme occidental, n'est pas nouvelle. Cette distinction caractérise l'histoire du marxisme en tant que tel. Voyons ce qui se passe après la Révolution d'octobre. Dans ce cas, je cite d'abord un homme politique italien qui s'appelle Filippo Turati. Il était un réformiste. Il a essayé la Révolution d'octobre. Après la Révolution d'octobre, il dit c'est l'univers oriental et l'occidental devait être contraire à cet univers oriental. Il dit, je cite, les soviets russes sont au Parlement occidentaux ce que la horde barbare est à la cité civilisée. Et il écrit un texte, Turati, léninisme et marxisme, où léninisme est le mauvais marxisme oriental. Et le marxisme en tant que tel était, selon Turati, le bon marxisme occidental. Et Turati critiquait la Russie soviétique, pas seulement à partir de positions de droite, c'est-à-dire, oui, les soviets n'avaient pas la liberté des démocraties occidentales. Non, il critiquait la Russie soviétique même à partir de positions de gauche bien sûr, entre guillemets. Il se moque de Lénine parce que Lénine, il dit, pour développer la Russie soviétique, est contraint de faire recours aux techniciens occidentaux qui sont, je cite, très bourgeoisement payés. C'est-à-dire, même Turati critique l'inégalité qu'il y a dans la Russie soviétique. C'est même l'attitude de Kautsky en Allemagne. Kautsky dit Lénine veut construire le socialisme et le communisme, mais il y a la propriété privée de la terre, il y a même la propriété privée de certains moyens de production. Il dit ça déjà quelques semaines ou quelques mois après la Révolution d'octobre. Il dit la révolution bolchevique, c'est seulement la dernière des révolutions bourgeoises. Et aujourd'hui, j'ai cité Anderson, mais peut-être je dois citer ce qu'il est aujourd'hui le représentant le plus célèbre de la soi-disant gauche radicale, et qui est ce représentant le plus célèbre, c'est le philosophe Slavoj Žižek. Peut-être tout le monde connaît ce nom, et bien sûr une personnalité très intéressante. Je ne sais pas s'il est de la gauche
radical, je ne sais pas s'il est de la gauche. Alors, Zizek fait une distinction. Nous avons en Chine le capitalisme autoritaire, tandis que dans l'Europe et dans les États-Unis, nous avons le capitalisme démocratique, bien sûr. C'est-à-dire, c'est une prise de position contre la Chine. Même lorsqu'il parle du Venezuela, il parle d'une attitude populiste, et c'est surtout l'Occident qu'il fait une bonne figure dans la plume de Zizek. C'est cette tradition que nous devons critiquer. Je pense que cette attitude est ridicule. J'ai cité Lénine qui insiste sur l'importance de la distinction entre les nations qui oppriment et les nations qui sont opprimées. Je vais respecter le temps. Lénine insiste sur cette distinction qui est complètement ignorée par Zizek. Tout le monde sait qu'il y a une campagne forcenée contre la Chine, et pas seulement contre la Chine, contre Cuba, etc., au nom des droits de l'homme. Je dois dire que, en tant que communiste et jacobin, je devrais citer Robespierre qui parle du droit de la vie comme le premier des droits de l'homme, tout le monde le sait. Alors, quelle est la situation? C'est-à-dire, à partir des guerres de l'opium, à partir de la conquête colonialiste et impérialiste de la Chine a connu une situation de misère terrible, c'est-à-dire le premier des droits de l'homme, le droit à la vie, a été nié complètement. Et maintenant, on peut citer même les économistes bourgeoises qui disent que dans les dernières décennies, la Chine a libéré de la misère 600 millions ou 700 millions d'hommes, c'est-à-dire c'est une entreprise d'une importance extraordinaire. Ma conclusion est ça. Nous devons critiquer d'une façon radicale cette célébration du marxisme occidental contre le marxisme oriental. Et je dis que beaucoup de fois, cette célébration, c'est la célébration du marxisme qui n'a pas conquis le pouvoir contre ceux qui ont conquis le pouvoir. Nous pouvons comprendre l'unité essentielle du marxisme au niveau planétaire. Et pour comprendre cette unité essentielle, je voudrais partir de la Révolution d'octobre. Quelle est l'interprétation que donne Gramsci de la Révolution d'octobre et de la Première Guerre mondiale contre laquelle se développe la Révolution d'octobre? Quelle est la signification de la Première Guerre mondiale? Gramsci parle, comme j'ai déjà dit, d'une boucherie européenne provoquée par le capitalisme et l'impérialisme, mais il fait une considération philosophique que je considère très importante, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, qui en Italie avait été décidée une année après l'éclatement de la guerre en Europe, c'est-à-dire tout le monde savait que c'était une boucherie, mais le gouvernement bourgeois italien décidait de l'intervention de l'Italie dans cette boucherie. Et alors, dit Gramsci, est la démonstration que dans les pays bourgeois et capitalistes, le peuple travailleur, c'est la proie du premier venu. C'est la démonstration que le peuple travailleur dans les pays capitalistes est un matériau humain à la disposition d'une élite et matériau brut pour fabriquer l'histoire des classes privilégiées.
Et c'est-à-dire, il n'y a pas de reconnaissance de la dignité humaine des classes populaires parce elles sont considérées comme un matériau à la disposition des classes dominantes. Dans des termes hegeliens, nous pouvons dire que la lutte contre cette guerre et la lutte pour la révolution d'octobre était une grande lutte pour la reconnaissance. C'est une catégorie hegelienne centrale, c'est-à-dire pour la reconnaissance de la dignité humaine. Mais la lutte des peuples coloniaux, j'ai cité la Chine, le Vietnam, c'était une autre grande lutte pour la reconnaissance parce que, j'ai cité déjà entrée interdite aux Chines et aux Chinois, c'était une grande lutte pour la reconnaissance. Nous avons des grandes luttes contre l'impérialisme et le capitalisme. La lutte est unitaire, même si la lutte se développe dans des conditions historiques, économiques tout à fait différentes, et c'est une lutte que nous devons considérer dans son ensemble, et une lutte qui devient plus actuelle que jamais dans une situation, c'est ma conclusion, où nous voyons la crise provoquer des situations catastrophiques, même en Occident, et où nous voyons croître le danger d'une guerre d'une grande envergure. Je vous remercie.